sur le podcast Hygiène de vie, qui t'aide à retrouver une vie plus équilibrée et plus sereine. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie et naturopathe. Ma mission est de vous guider à retrouver votre équilibre de vie grâce à des méthodes naturelles autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Hygiène de vie est avant tout votre podcast qui vous donne des outils simples, réalistes et accessibles pour votre corps et votre esprit. Vous retrouverez tous les éléments que j'évoque sur le site hygiènedevie.fr. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils sortent. Et si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui permet à d'autres de le découvrir et d'en bénéficier plus facilement. Il est à présent temps de vous installer confortablement et de profiter. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast d'Hygiène de vie. Je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, parlons nature, parlons végétal. Oui, encore un sujet de plus en plus populaire, mais pour autant qui reste encore un peu tabou, et derrière lequel se cachent plein d'a priori, de jugements, de vraies et de fausses idées. Végétarien, végétalien, vegan, veggie, bref, tous ces termes sont maintenant assez connus et reconnus. Et moi, et vous dans tout ça? Dois-je absolument devenir végétarien ou végétalien? Dois-je absolument devenir végétarienne ou végétalienne pour être à la mode ou être en bonne santé? Non, surtout pas. Tu vas être carencé en protéines. Bon, vous l'aurez compris, les questions et les jugements sont nombreux. Voici mes réponses dans cet épisode. Mais avant tout, je souhaiterais vous lire et vous partager les commentaires laissés par Françoise sur Apple Podcast qui nous dit « Chaque épisode est une source d'informations très enrichissante. Chacun peut y trouver une réponse à ses problèmes et réflexions. Merci Alexandra pour toutes ces recherches et ces conseils que tu fais partager pour notre bien-être. » Merci à vous Françoise d'avoir pris le temps de déposer votre avis et d'avoir pris quelques minutes pour m'écrire ce beau commentaire qui me va droit au cœur. Le temps passe et les épisodes s'enchaînent. Je suis contente et je ne regrette absolument pas mon choix d'avoir lancé ce podcast. Vos retours me réconfortent et jour après jour je suis ravie de savoir que je peux à mon humble échelle vous aider. Si vous aussi, vous souhaitez me soutenir, je vous invite à me laisser un avis et un petit commentaire sur Apple Podcast ou bien à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo ou encore via mon site internet hygiènedevie.fr. Je me ferai une joie de le partager en retour lors d'un prochain épisode. Allez, assez bavardé, je vous laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous plaira. Belle écoute! Je ne sais pas si vous connaissez le Golden Cycle de Simon Sinek, le Why, How et What. Si vous ne le connaissez pas, je vous laisserai le lien vers une vidéo de Simon qui vous expliquera très simplement et mieux que moi ce principe. Simon prend l'exemple dans sa vidéo d'Apple pour illustrer justement ce principe. Mais le cercle d'or, ce qui est le terme français pour dire Golden Cycle, peut s'appliquer à n'importe quel projet de votre vie. Je souhaitais l'appliquer ici justement pour le sujet de l'alimentation végétale. Alors brièvement, le cercle se partage en 3 parties. Il y a la première partie qui est le why, c'est-à-dire le pourquoi vous faites ce choix. Pourquoi vous vous lancez dans ce projet? Quelles sont vos motivations profondes? Quels sont vos moteurs? Il s'agit du centre du cercle, son cœur nucléaire. Car c'est de là que proviennent les raisons de vos choix. Et si vous êtes un jour en train de remettre en question votre projet ou votre choix, il suffira justement de vous rappeler votre why pour vous remotiver et vous redonner un petit coup de boost. La deuxième partie du cercle, c'est le how. Comment faites-vous pour mettre en œuvre votre projet? Comment allez-vous vous y prendre? Et enfin, la troisième partie du cercle, c'est le
what. Qu'est-ce que concrètement vous allez mettre en place, vous allez faire pour y arriver, pour atteindre le but ultime de votre projet. Si on reprend notre sujet du jour justement sur l'alimentation végétale, on pourrait se servir du principe du Golden Circle de la manière suivante. Why? Pourquoi manger végétal ou plus végétal? How? Comment faire pour manger plus de végétal, pour introduire plus de végétal dans son alimentation? Et le what? Qu'est-ce que concrètement je vais utiliser pour remplacer, pour éviter, pour compenser de manière à maintenir une alimentation qui soit équilibrée, saine et de qualité? Aujourd'hui, je souhaite dédier cet épisode au why, à la première partie de ce cercle, à savoir pourquoi devrait-on manger plus végétal. Le how et le what feront l'objet du sujet du webinaire sur l'alimentation végétale que justement j'ai créé et dont j'ai créé des dates justement pour le mois de juin. Je vous en dirai un petit peu plus vers la fin de l'épisode. Alors, tout d'abord, je souhaite d'ores et déjà faire un petit disclaimer, comme on dit, pour vous avertir que mon objectif ici n'est en aucun cas de convertir qui que ce soit à manger végétarien, végétalien, vegan, etc. Je ne milite absolument pas, je souhaite juste éveiller les consciences et jeter une petite bouteille à la mer et voir si quelqu'un va pouvoir la trouver. Mon rôle ici, c'est plutôt de vous présenter les différentes raisons qui pourraient éventuellement vous amener à introduire plus de végétal dans votre alimentation de manière transparente et objective et avec justement mon œil de naturopathe et coach en nutrition. Alors je pense que tout d'abord, il est important de définir ce qu'est l'alimentation végétale de manière à ce que l'on parte tous sur la même base. Donc l'alimentation végétale, c'est une manière de s'alimenter qui place les aliments végétaux au cœur de vos repas. Donc je pense que jusque-là, c'est assez simple. Ce mode d'alimentation, il faut savoir qu'il prend de plus en plus de place dans l'assiette des Français. On peut compter en environ 4 Français sur 10 qui déclarent avoir augmenté la part du végétal dans leur alimentation au cours de ces 2 dernières années, et environ 1 personne sur 2 envisagerait même de l'augmenter dans le futur. Cette recherche d'équilibre est à l'origine justement de la montée du flexitarisme qui prône un régime alimentaire privilégiant la pratique justement végétarienne en raison de ses bénéfices notamment nutritionnels, sans pour autant exclure totalement les protéines animales. Alors je viens de mentionner un terme flexitarisme, donc c'est quoi le flexitarisme? Qu'est-ce que être flexitarien? Alors une personne flexitarienne, c'est une personne qui justement se dirige vers le végétarisme sans être végétarienne par la réduction de sa consommation de viande. Néanmoins, elle continue à manger de la viande, elle continue à manger des produits laitiers, des œufs, etc. Mais c'est juste qu'elle en diminue sa consommation de manière à ce que ce ne soit plus forcément le centre de ses repas. Il y a 3 grandes raisons qui peuvent amener à introduire plus de produits végétaux dans son alimentation et je vais vous les expliquer justement au fur et à mesure de l'épisode. Alors dans les différentes raisons, dans les 3 raisons que je vais vous citer, je ne les ai pas du tout mises par ordre d'importance. Chaque raison a sa place en fonction des personnes qui désirent franchir le pas. Ce sont justement différents why et ces différents why vont toucher des personnes différentes et ces personnes-là vont avoir justement un classement qui va leur être propre. La première raison, c'est pour la protection des animaux. Par exemple, si on prend le cas des poules, dans les élevages, les poules et les poulets qui sont présents ont fait justement l'objet d'une intense sélection génétique. Alors qu'une poule sauvage pond environ 60 œufs par an au maximum, les poules des élevages modernes, donc actuelles, en pondent plus de
300, ce qui les épuise assez rapidement si on imagine déjà, si on fait un peu le parallèle avec l'espèce humaine, même si on ne fait pas 30 enfants, enfin 60 enfants par an en moyenne, mais néanmoins, quand on vient intensifier la reproduction, forcément, il y a un impact derrière sur la santé de l'animal. Quand on imagine justement les poules d'élevage dans ces immenses hangars en batterie, des milliers de poules vont être entassées dans des cages avec des sols grillagés et elles ne pourront même pas se gratter le sol comme elles le feraient naturellement ou profiter de la lumière du jour. Et en parallèle, il faut savoir que les poussins, parce qu'ils ne pondent pas, il faut compter environ 50 millions de poussins mâles de race donc du coup pondeuse qui sont finalement tués chaque année dès le premier jour de leur vie. Pour ce qui concerne les vaches, il faut savoir que depuis les années 50, la production de lait a triplé. Pourquoi ? Encore une fois, de fait de la sélection génétique et justement au détriment de leur métabolisme naturel. Il y a différentes races de vaches, notamment la vache de race laitière Holstein, qui est une race hyper productive, donc c'est une sélection génétique, hyper productive, et qui est forcément la plus répandue pour pouvoir justement répondre aux besoins de la consommation. Cette vache-là possède des pies qui sont vraiment disproportionnées et notamment sont sujettes aux différentes infections mammaires. Pour provoquer la lactation, les vaches sont inséminées environ tous les 12 mois, puis séparées de leur veau, qui ne sert pas. Et qu'il faut savoir que ces vaches-là durent environ 5 ans, puisqu'au bout de 5 ans, elles sont généralement épuisées par ce processus de lactation intense, et elles sont forcément tuées par la suite. Et je ne vais pas faire tous les animaux comme ça, mais je vais juste terminer par le cas des poissons. Pour tout ce qui est aquaculture, de manière artisanale ou de manière industrielle, de manière durable ou en élevage, la pêche impose souvent et toujours une mort qui n'est pas forcément très rapide ni très... qui ne semble en tout cas, parce que moi je ne suis pas dans la peau d'un poisson, mais qui ne semble pas forcément très gaie, on va dire, plutôt douloureuse, et notamment il y a des études qui montrent la plupart des poissons mettent environ 4 heures justement pour mourir de cette pêche-là. Il y a plus de 1000 milliards de poissons qui sont pêchés chaque année à travers le monde. L'aquaculture, de son côté, à elle, impose des conditions de vie souvent très difficiles aux animaux aquatiques, de par la densité, les différents stress du coup imposés, les maladies, les parasites, les blessures. Et notamment, l'aquaculture accroît le nombre de victimes de la pêche, car les poissons d'élevage sont souvent nourris avec des farines et des huiles de petits poissons sauvages. Donc je ne cite ici que quelques exemples. Le but n'est absolument pas de culpabiliser ni d'avoir un discours sombre, bien que, je l'admets forcément, c'est pas très gai, mais plutôt de dévoiler certains chiffres que peut-être vous ne connaissiez pas. Alors, je dois aussi admettre qu'il ne faut pas s'arrêter sur les chiffres qui sont souvent interprétés, revus à la hausse, puis revus à la baisse. Je pense qu'il faut garder à l'esprit le sens derrière tout ça et la logique. Un élevage pour de la grande consommation a forcément des impacts malheureux, désastreux pour les espèces vivantes qui subissent cet élevage intensif. Donc le souci, à mon sens, c'est bien la consommation de masse et l'élevage intensif qu'il y a derrière tout ça pour répondre aux besoins de masse. Plus d'1 million d'animaux terrestres sont abattus chaque jour en France, juste pour que l'on puisse manger en fait plus de chair de jour en jour. Et plus de 80% sont des animaux issus d'élevage industriel. Voilà pour les chiffres. Encore une fois, je pense que c'est plutôt la massification, l'intensité de cet élevage qui est un vrai souci. La deuxième raison, c'est pour la protection de l'environnement, notamment par exemple pour le climat.
Alors, selon certaines études, l'élevage dans son ensemble est responsable de un peu moins de 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui représente plus que les émissions directes de tous les transports réunis. Alors ces émissions sont majoritairement dues à l'élevage des ruminants, puisque pour produire 1 kg de protéines sous forme de viande de bœuf, on émet en moyenne 290 kg d'équivalent en CO2. L'impact de l'élevage sur le climat est assez important, puisque d'après d'autres études apparemment également, le fait de ne pas consommer de produits animaux une journée par semaine réduit nos émissions de gaz à effet de serre davantage que le fait d'acheter local 7 jours sur 7 par exemple. Il y a aussi quelque chose au sujet des forêts. L'élevage et la production de soja pour nourrir le bétail justement seraient les premières causes de déforestation dans le monde. L'élevage bovin est responsable d'environ 63% de la destruction de la forêt amazonienne pour l'installation d'exploitations ou de grandes cultures destinées à alimenter les animaux d'élevage. Et en France, l'élevage est en plus responsable de 80% des émissions d'ammoniac, qui est une des principales causes des pluies acides qui causent le dépérissement forestier par exemple. Et pour finir sur le côté environnement, un point sur l'eau. L'élevage serait la plus grande source de polluants de l'eau à cause des déchets animaux, des antibiotiques, des hormones, des engrais, des pesticides que l'on utilise pour les différentes cultures. Alors, je refais un petit disclaimer sur ces chiffres, encore une fois, selon les études, selon qui les réalise, les chiffres sont revus à la hausse puis revus à la baisse. Moi, ce que je vous ai dit ici, ce sont des chiffres moyens que j'ai vus, que j'ai pu lire sur différentes publications, différents sites et mes différentes recherches. Bien évidemment, je pense encore une fois que les chiffres que je mentionne ne sont pas forcément les chiffres exacts. C'est pour ça que j'évite de faire des comparaisons entre l'alimentation végétarienne et l'alimentation carnivore, puisque je pense également qu'une alimentation végétarienne pour laquelle on ne mange par exemple aucun produit de saison local, mais avec que des produits emballés, etc., l'impact environnemental, l'impact carbone, je pense, est extrêmement important également. La seule chose que je souhaite moi garder à l'esprit dans tous ces chiffres-là, c'est encore une fois comme pour les animaux, c'est qu'on ne peut pas nier de manière très factuelle le fait qu'une eau avec des hormones, des antibiotiques, des engrais et des pesticides dedans, c'est bon. On ne peut pas nier ça. Il y a forcément un impact derrière, collatéral, qui n'est pas correct, j'ai envie de dire, et qui n'est pas sain pour l'environnement, ni pour notre santé. Et ni pour celle des animaux derrière quand certaines conditions ne sont vraiment pas respectées et agréables pour ces animaux-là. Après, effectivement, il y a des élevages bio qui sont assez stricts et qui permettent de contrôler également la manière dont sont élevés les animaux. Et la troisième raison pour laquelle on pourrait se dire qu'il faudrait apporter plus de végétal dans notre alimentation, c'est pour la protection de notre santé. Alors il y a différentes raisons derrière. Par exemple, la première c'est de ralentir le processus de vieillissement. Il faut savoir que les aliments complets d'origine végétale sont les plus riches en micronutriments, soit des vitamines, les sels, les minéraux, les antioxydants, les oligoéléments, les différentes enzymes. Et ce sont tous ces micronutriments qui aident à combattre le vieillissement cellulaire et la fonction d'antioxydant. En plus, les aliments d'origine végétale sont souvent très riches en eau et permettent une bonne hydratation des tissus et donc un aspect plus jeune et plus sain de la peau. Ça permet également d'améliorer son système immunitaire. Les régimes riches en produits animaux sont associés, et ça il y a plusieurs études qui le prouvent, sont associés à beaucoup de maladies chroniques dans nos pays, nous, occidentaux,
telles que les maladies cardiovasculaires, les diabètes, l'obésité, l'ostéoporose, différents cancers, des maladies auto-immunes, des maladies hormonales, etc. Une alimentation complète en produits justement végétales va permettre de se protéger contre ces maladies-là. Bien entendu, je ne dis pas que cette protection est 100% fonctionnelle, mais ça réduit de manière conséquente. Par exemple, choisir des lentilles ou un chou frisé comme une source de protéines, par exemple, permet non seulement d'éviter les graisses saturées qu'on peut retrouver dans la viande, le cholestérol, les différentes hormones et son acidité, mais en plus c'est une source qui est optimale en acides aminés, en micronutriments, en fibres, etc., etc. Le troisième aspect sur la santé, c'est le fait d'avoir un regain d'énergie. La digestion des produits animaux est assez complexe. Le fait de réduire sa consommation en produits animaux permet d'éviter le gaspillage d'énergie à digérer et à éliminer les déchets métaboliques justement provoqués par ces produits-là. Je le rappelle et je l'ai déjà rappelé dans plusieurs épisodes, notamment sur le système immunitaire par exemple, c'est que la digestion prend environ 70% de notre énergie totale. Donc plus elle est complexe, moins au final on a d'énergie, plus on sera fatigué. Les produits d'origine végétale induisent moins de déchets métaboliques et sont en majorité, je dis pas à 100%, mais sont en majorité alcalinisantes, c'est-à-dire vont basifier le pH de notre corps. Ce qui permet d'améliorer sa récupération cellulaire, de ralentir justement le vieillissement cellulaire et d'avoir une meilleure énergie vitale de manière générale. Il y a également une autre raison, un autre aspect qui n'est pas négligeable pour certaines personnes, c'est le fait de perdre du poids naturellement. Donc avec l'âge ou même sans l'âge, sans parler d'âge, on peut avoir tendance à prendre du poids car notre métabolisme diminue. Il faut savoir que qu'un produit animal généralement est plus riche en calories qu'un produit végétal. Alors, l'objectif, moi mon but c'est pas forcément de faire un focus sur les calories, mais plus sur la qualité nutritionnelle des aliments. Je pense que vous commencez à me connaître. Mais par exemple, manger végétal, c'est une alimentation qui est moins riche en graisses saturées, en cholestérol et va être plus riche en fibres, en eau et moins effectivement avec une densité calorique un peu moindre. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque l'on souhaite notamment passer sur une alimentation 100% végétale et qu'on n'a pas d'objectif de perte de poids, il est important de veiller tout de même à son apport calorique puisque souvent on baisse son métabolisme pensant manger beaucoup en calories alors que on ne mange pas assez en calories puisqu'on ne peut pas comparer par exemple pour un même apport de protéines, les calories d'un tofu par exemple, donc qui est une préparation à base de soja riche en protéines, qui est moins calorique justement qu'un steak de bœuf. Et donc du coup, au final, si on n'a pas l'objectif de perdre de poids, on va avoir un déficit calorique et ça peut être justement gênant pour les personnes qui ne veulent pas perdre de poids et qui vont voir leur métabolisme diminuer au fur et à mesure. Donc ça peut être un argument, on va dire, positif pour les personnes qui veulent perdre du poids naturellement, sans faire de régime ni quoi que ce soit. Mais par contre, pour les personnes qui n'ont pas d'objectif de perte de poids, c'est plutôt, on va dire, une alerte et un point sur lequel il faut faire attention. Et dernier aspect, c'est le fait d'améliorer sa digestion. Les produits animaux sont des produits, comme je l'ai dit, qui sont assez lourds à digérer. Notre flore intestinale, elle est composée donc de bactéries, comme vous le savez. Certaines sont bonnes, certaines sont un peu moins bonnes, mais il y a un équilibre dans ce microbiote-là. Il y a un équilibre entre les bonnes et les moins bonnes qui assure justement une bonne santé, une bonne digestion, une bonne absorption de nutriments et du coup un bon système immunitaire. Les bonnes bactéries et ce microbiote
est nourri principalement par des aliments qui sont riches en fibres. Donc tout ce qui est produit végétal et complet ou semi-complet pour les personnes qui ont justement des petits soucis d'intestin. Et l'alimentation qui va être plus donc omnivore, où les produits animaux ont davantage de place, voire une place prépondérante, et souvent une alimentation qui va être plus pauvre en fibres et moins variée en fibres. Du coup, la flore intestinale, elle va se détériorer au fur et à mesure des années. Donc du coup, de changer son alimentation se dit omnivore, où l'animal est au centre, on va dire, de son alimentation, vers une alimentation qui est plus végétale, où on vient en fait vraiment faire évoluer la répartition animale-végétale, ça va permettre de repeupler, de diversifier la flore intestinale et donc d'améliorer la digestion, le transit, l'élimination des différents déchets et donc la santé, en tout cas intestinale, dans son ensemble. Et comme on sait que les intestins ont une place très importante dans la santé, dans l'énergie vitale et dans la santé au global, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc l'alimentation végétale, ou en tout cas le fait d'intégrer plus de végétal dans son alimentation, c'est un mode d'alimentation justement qui prend plus de place dans l'assiette des Français. Et pourquoi? Parce que justement, il y a beaucoup de constats sur l'alimentation moderne qui fait face à plusieurs problèmes. Le fait que l'alimentation moderne soit trop riche en graisses saturées, trop pauvre en fibres et qu'elle manque de diversité. Donc le fait d'augmenter son apport d'aliments d'origine végétale dans son alimentation, c'est un premier pas, car ils sont généralement pauvres en acides gras, saturés, et riches en fibres, en protéines, en vitamines et en minéraux, et restent relativement complets. Après, il faut aussi faire attention, prêter attention à un bon équilibre et un bon assortiment de ces différents aliments de manière à ne pas être carencé. Donc parce que je viens de je pense, vous déballer pas mal d'informations, en résumé, pour répondre à la question doit-on manger végétal ? Moi, je suis plutôt dans la mouvance du moins, mais de meilleure qualité. À mon sens, nous pouvons consommer de la viande, et là je privilégierais plus de la viande blanche et des petits poissons gras plutôt que de la viande rouge qui est justement très riche en graisses saturées, en cholestérol, et les gros poissons qui vont être vite justement riches en mercure et plein de métaux lourds que l'on retrouve dans la mer, mais en s'assurant bien justement de leur qualité, de leur provenance, donc en portant bien de l'importance sur l'étiquetage, la traçabilité de ces aliments, en s'interrogeant sur les différentes conditions de vie et de fin de vie de l'animal qui, à mon sens, ont aussi le droit à du respect. Je pense que nous devrions nous interroger sur la provenance des œufs, par exemple, de poules, et essayer de fuir tout ce qui est élevage en batterie, et ne prendre que des œufs issus d'élevage en plein air, donc c'est-à-dire des œufs qui ont la mention 0 qui est écrite sur l'œuf. Nous devons aussi, je pense, respecter les fonds marins, ne pas forcément participer à la surexploitation des mers, en achetant tout simplement moins de poissons, et en respectant les périodes de reproduction, en s'attachant à consommer des poissons hors période de reproduction, où les espèces justement seraient menacées. Donc effectivement, ça demande un petit peu d'information, mais peut-être que c'est un investissement et c'est peut-être juste un acte de respect à réaliser. Je rappelle pour conclure que l'on peut manger végétarien ou végétalien également, si l'on souhaite, si on veut tout à fait passer sur une alimentation 100% végétale, mais attention, il est important de ne pas oublier de lire les étiquettes, car certains produits ont des pourcentages élevés en gras et en sucre. Pourquoi? Parce qu'ils sont transformés. C'est pour ça que alimentation végétale ne rime pas avec forcément alimentation santé, si derrière les réflexes simples que l'on peut appliquer à des produits animaux, de lecture des étiquettes, etc. n'est pas respecté.
et aussi en restant vigilant sur ce que l'on mange, tout simplement. Quoi qu'il arrive, si c'est votre envie de devenir, d'opter pour une alimentation 100% végétale, 90% végétale, 80% végétale, bref, ou tout simplement de consommer un peu moins de viande et un peu moins de produits animaux et un peu plus de produits végétaux, tout en gardant l'ensemble des catégories, il est important de se reposer la question sur votre motivation, et donc j'ai 2 questions pour vous. Première question, c'est quel est votre why à vous? Je vous ai ici mentionné 3 raisons majeures, et donc quel est votre why? Quel est votre pourquoi? Celui qui vous motivera vous et ferait sens pour vous. Il peut être similaire ou différent de ceux que je viens de citer dans l'épisode. Et deuxième question, si c'est votre envie, comment allez-vous faire pour vous y mettre concrètement, tout en vous assurant d'avoir une alimentation santé? Mon conseil, c'est de vous documenter, de vous renseigner pour que votre alimentation reste équilibrée, reste de qualité, reste saine et surtout qu'elle reste adaptée à vos besoins personnels. Chaque personne est différente. Chaque personne va avoir une digestion différente. Chaque personne ne pourra pas manger 500 g de lentilles tous les jours pour justement répondre à son besoin en protéines. J'ai dit un chiffre au hasard, mais peu importe, il y a des personnes qui ne pourront pas manger beaucoup de légumineuses. Comment vont-elles faire? Et c'est tout à fait possible. Il faut juste avoir en tête ces choses-là pour pouvoir utiliser et compenser ses besoins comme il le faut. Si justement vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, j'ai créé un webinaire, c'est-à-dire une conférence totalement en ligne, durant laquelle je vous propose de vous expliquer comment introduire plus de végétal dans votre alimentation pour éviter toute carence. Comment y aller pas à pas. Quels sont les produits utiles à avoir dans vos placards pour justement garder une alimentation équilibrée. Il y a à ce jour 2 dates de prévues, le 9 juin 2020 et le 13 juin 2020 à des heures différentes, et bien sûr en fonction de vos demandes je pourrai éventuellement en ajouter. Donc si vous êtes intéressé par ce webinaire, je vous mettrai le lien en description de l'épisode où vous pourrez en savoir plus et éventuellement vous inscrire. Et si vous préférez ou en supplément vous souhaitez être accompagné de manière personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Il est important encore une fois que chaque changement se fasse dans les bonnes conditions et ne soit pas un copier-coller de ce que fait le voisin parce que votre voisin va être différent de vous. J'ai justement développé cette expertise depuis toutes ces années d'expérience personnelle dans ce domaine et mes connaissances en naturopathie. Pour terminer cet épisode, mon mot sera celui-ci: manger moins et manger mieux. Oui, il est important de manger plus de végétal que l'on le fait actuellement dans notre alimentation moderne. Néanmoins, 100% végétal ou non, peu importe, à partir du moment que votre why est bien clair et que votre how et vos what soient bien adaptés à votre constitution, de manière à ce que ce soit durable et respectueux aussi bien de l'animal, de l'environnement et de votre santé. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire car je sais combien ce sujet peut amener des jugements, des critiques et des questionnements. Vous pouvez m'en faire part sur Apple Podcast ou tout simplement à m'envoyer un message sur Instagram Alexandra Portail Naturo ou encore via mon email en lien de la description de cet épisode. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations abordées aujourd'hui dans les notes PDF téléchargeables gratuitement sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode d'Hygiène de vie. Ciao!